Septième lettre du livre La vie n'est pas la vie de Monseigneur Gaume. 12 septembre. Autre histoire d'un avare mort cette année. Cher ami, s'infliger à soi-même un ridicule par la violation volontaire de quelqu'une des lois sociales est un malheur, une faute, un châtiment. L'avare brave l'opinion, mais l'opinion se venge par les épithètes qu'elle donne à l'avarice. Il en est une, entre autres, nous l'avons dit, qui se trouve dans toutes les langues, c'est l'épithète de sordide. Au reste, voici mon histoire. Bien souvent tu es allé de Paris à Versailles, par le chemin de fer de la rive gauche. Un peu avant d'arriver à Sèvres, tu as vu, bordant la voie, une élégante petite maison bâtie entre cour et jardin. Elle a été construite il y a une trentaine d'années par un négociant de Paris qui venait y passer, avec sa famille et ses amis, 1 ou 2 jours par semaine, dans la belle maison. À en juger par le train qu'il menait, il devait jouir d'une certaine fortune. Ayant vendu son fonds il y a 10 ans, il s'était retiré à sa campagne. Dans le pays, on ne le désignait guère que sous le nom de M. Bossu. C'est qu'en effet, il avait sur le dos une grosseur très convexe, qui ne présentait pas précisément l'éminence sphérique de la véritable bosse, mais qui était cependant assez proéminente pour ne pouvoir être dissimulée. Au temps où il avait fait bâtir sa maison, M. Bossu n'avait pas cette infirmité. Monsieur Bossu, qui lui était venu, disait-il, à la suite d'une chute. Il vivait isolément avec une vieille domestique, ne voulant recevoir que rarement son fils Alfred, commis dans un magasin de nouveautés à Paris parce que, prétendait-il, ses visites lui occasionnaient des dépenses au-dessus de ses moyens. Lorsque Alfred lui objectait que cependant il devait être riche, M. Bossu répondait invariablement qu'en effet, lorsqu'il avait cessé le commerce, il pouvait posséder une quinzaine de 1000 livres de rente. Mais que s'étant, comme tant d'autres, laissé tenter par les spéculations de la bourse, il s'y était presque entièrement ruiné et qu'il ne possédait plus que de quoi vivre très modestement. Après la mort de sa femme, M. Bossu se montra plus avare encore qu'il ne l'avait été jusque-là. Il se débarrassa de son chien, de ses oiseaux, qui selon lui coûtait trop cher à nourrir. Sa sobriété était extrême, et plus d'une fois Jeannette, sa vieille domestique, avait menacé de le quitter à cause de la maigre pitance qu'il lui donnait. Ils ne sortaient que tous les 2 ou 3 mois pour venir à Paris toucher, comme il disait, ses petites rentes. Le 1er septembre de cette année, M. Bossu mourut presque subitement. Alfred, prévenu par Jeannette, accourut et il était auprès du défunt lorsque le médecin chargé de la vérification du décès vint accomplir sa mission. Découvrant la poitrine du mort, il remarqua que 2 bandelettes en laine s'y croisaient, se dirigeant vers les épaules. Poussant plus loin son examen, le docteur découvrit que ces bandelettes soutenaient une sorte de sac en flanelle qu'elle fixait sur le dos du défunt, entre les 2 épaules. Cette espèce de sac formait la proéminence qui donnait à l'ancien négociant l'apparence d'un bossu. On l'ouvrit et à la grande surprise des assistants, on reconnut que cette fausse bosse contenait 250 000 francs en billets de banque, actions et valeurs diverses. Michas adorait ses dieux en secret. Dans la crainte de les perdre, M. Bossu porte les siens sur son dos. Devenu comme une partie intégrante de sa personne, il voyage avec lui, il dort avec lui. Jusqu'à la fin de sa vie, il les honore en se déformant, en mentant, en s'imposant à lui-même et aux autres de pénibles sacrifices. Qu'en penses-tu
Monsieur Bossu mériterait, ce me semble, un brevet d'invention, car en fait de défiance, il personnifie au plus haut degré le génie de l'avarice. Si l'avare n'enfouit pas ses trésors, il les convertit en luxe. Ce second désordre est plus fréquent, mais non moins coupable que le premier. Tous deux sont fils de l'égoïsme. Dans l'un comme dans l'autre, l'homme se fait son Dieu. Victime de la concupiscence des yeux, il est avide de tout ce qui brille. À tout prix, il en veut. Il en veut au prix de sa tranquillité et de ses affections de famille, au prix de sa propre santé qu'il épuise en voyage, en spéculation, en agitations incessantes, au prix même de sa vie qui s'éteint avant l'âge, comme la chandelle allumée par les debout. Il en veut au prix des sueurs et du travail forcé des artisans de sa fortune, qui ne connaîtront plus de jours de repos, au prix de leurs mœurs et de leur foi, qu'ils perdront soit au spectacle de ces scandales, soit dans l'atmosphère pestilentielle de ces usines, de ces manufactures et de ces ateliers. Il en veut au prix des souffrances et de la misère publique. Ses entrailles sont cruelles. Viscera in piorum crudelia. Pauvres, infirmes, vieillards, orphelins, malheureux, qui que vous soyez, n'ayez ni vêtements pour vous couvrir, ni pain à manger, ni bois pour vous chauffer, ni médicaments, ni soins, ni appui. Que vous soyez, vous et vos petits-enfants, mis à la rue et vos pauvres meubles vendus à vil prix pour payer votre loyer, que le besoin pousse vos filles au déshonneur et vous au suicide, cela ne me regarde ni ne me touche. J'ai un meilleur emploi de ma fortune. Il me faut de l'or et de l'argent, et il m'en faut beaucoup. Il me faut des domaines et encore des domaines. Il me faut des habitations somptueuses à la ville et à la campagne. Il me faut des appartements dorés et capitonnés de soie. Il me faut des meubles où la perfection de la forme le dispute à la richesse de la matière. Il me faut des tapis moelleux et des marbres rares. Il me faut des pierreries enchâssées dans l'or. Il me faut le linge le plus fin, les dentelles les plus chères, les étoffes les plus riches. Il me faut des caisses d'argenterie. Il me faut des chevaux de luxe et des voitures brillantes. Il me faut des objets d'art, bronzes, statues, tableaux dont un seul pourrait fournir longtemps à l'entretien d'une pauvre famille. Il me faut enfin pour moi, pour ma femme, pour mes fils et mes filles, 1000 inutilités de prix, bonnes uniquement pour attirer les regards et flatter la vanité. Pour qu'on ne m'accuse pas de faire un tableau d'imagination, je vais te citer quelques exemples dont l'authenticité m'est personnellement connue, du luxe insensé qui fascine et qui dévore les esclaves de la seconde concupiscence. Un mouchoir de poche, 1000 francs. Une paire de manchettes, 1000 francs. Une brosse à cheveux, 95 francs. Un peigne, 300 francs. Une paire de pantoufles pour femme, 200 francs. Un couvre-pied pour le berceau d'un enfant, 1200 francs. Une douzaine de bonnets de nuit, 960 francs. Une robe de baptême, 600 francs. Une chemise de noces, 3500 francs. Une camisole de nuit, 5000 francs. Un fichu en dentelle, 2500 francs. Un guéridon en bois de boule, 10 000 francs. Une ombrelle, 10 000 francs. Une robe, 14 000 francs. Une autre robe donnée pour étrenne à une dame par son mari en 1862, 22 000 francs. Une couverture de voiture en zibeline, 40 000 francs. Le loyer d'un appartement ou de magasin s'élevant depuis 10 000 francs jusqu'à 80 000 francs. Une parure, 100 000 francs. Telles sont, et d'autres encore, les choses que veut l'homme devenu son Dieu. N'importe le prix, car pour les avoir, tout lui est marchandise, même son âme. Je m'arrête, aussi bien il serait impossible de dire les conséquences morales ou plutôt immorales de ce luxe, sans honte et sans frein, c'est-à-dire à quel degré de scélératesse et d'ignominie conduit toutes les classes
de la société, la seconde concupiscence, fille légitime de la désastreuse erreur que nous combattons. À demain, la troisième. Tout à toi.